Bonjour, bienvenue à ce webinaire des mercredis économiques organisé par l'ACFO-SDG, financé par le gouvernement canadien. On se retrouve le 15 février et on va parler de financement. Si vous avez manqué les autres webinaires, il y en a 7 ou 8 sur les étapes de développement, le canevas d'affaires, les structures juridiques et tout ça. Je vous invite à aller à la page Facebook de l'ACFO-SDG ou encore sur la chaîne YouTube de l'ACFO-SDG. Quand on parle de financement, il y a toutes sortes de réactions. Il y a des gens qui sont super contents d'explorer toutes les stratégies possibles. Il y en a d'autres que c'est vraiment ce sont des maux de tête qui perdurent parce que plus ils cherchent des sources de financement, parfois il y a des portes qui s'ouvrent, puis beaucoup de portes qui ne s'ouvrent pas. Donc, ça peut être assez frustrant. Quand on est en affaires, il faut vraiment être stratégique, hein? Il faut vraiment développer notre propre culture entrepreneuriale, renforcer nos compétences en entrepreneuriat, être clair sur la mission de notre entreprise, quels produits et services que nous allons vendre, dans quelle communauté. Surtout si on transforme une organisation communautaire en entreprise d'économie sociale, il faut vraiment faire ce transfert-là en nourrissant notre côté social, mais en développant notre côté entrepreneurial. Ceci dit, il faut développer notre culture entrepreneuriale. Ça, c'est un des 3 axes. Pour mobiliser des fonds, donc si on a une bonne culture entrepreneuriale, qu'on sait entreprendre, il y a 2 autres stratégies qui sont vraiment complémentaires. Un, il ne faut pas mettre nos œufs dans le même panier. Il faut dès le départ penser à diversifier nos sources de financement, nos fonds propres, hein, l'argent qu'on va investir dans notre entreprise. Pensez déjà à toutes nos activités génératrices de revenus, tous les produits et services que l'on va vendre avec une bonne liste de prix juste équitable. Les investisseurs privés qu'on pourrait mobiliser, les prêts qu'on pourrait obtenir, les subventions qu'on pourrait obtenir des différents paliers de gouvernement. Même la philanthropie 2.0, qui est très accessible pour les entreprises. Donc, il faut regarder les différentes sources de financement pour encore peut-être les différentes étapes de développement de notre entreprise. Puis, le 3e axe ou le 3e pilier stratégique pour développer notre entreprise, mais surtout bien gérer nos fonds, parce que l'argent attire l'argent, c'est vraiment de bien gérer ou mieux gérer les fonds. Donc, contrôler, diminuer nos dépenses, contrôler nos inventaires, avoir accès à des ressources humaines contractuelles au tout début, puis peut-être pour certaines tâches au sein de notre entreprise avec moins d'obligations. La vente d'actifs, si on a des biens qu'on n'a pas de besoin, on peut peut-être les vendre, acheter en gros pour avoir des économies d'échelle et tout ça. Donc, quand je présente ce schéma-ci, c'est que je dis toujours aux gens, c'est bien beau de vouloir courir après l'argent, mais il faut d'abord savoir être en affaires, donc cultiver notre culture entrepreneuriale, s'ouvrir aux différentes opportunités de financement, donc dès le départ, penser à une diversification financière pour ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier et bien avant de mobiliser des fonds, se donner de bonnes pratiques pour bien gérer l'argent de notre entreprise. Quand on parle de financement pour les entreprises, il y a vraiment différentes grandes stratégies. Il y a le financement autogénéré, hein, la vente de nos produits et nos services. C'est l'argent qu'on autogénère par ces ventes. Il y a le financement public parce que oui, il y a des subventions pour les entreprises, pour les différentes formes d'entreprises, qu'elles soient collectives, à but lucratif, à but non lucratif, à capital action, sans capital action. Il y a aussi différents types d'investissements, beaucoup plus privés, beaucoup plus social. Il y a le crédit communautaire, il y a la philanthropie. Bon, mais là, c'est qu'on pense don-contribution, mais avec la philanthropie en ligne, c'est quand même une philanthropie qui interpelle énormément d'entreprises à mobiliser des capitaux pour soutenir le développement et la croissance de leur entreprise. Puis l'innovation financière. Il existe réellement une variété de stratégies de financement qui sortent un peu des sentiers battus. On va en explorer quelques-unes. Donc, le financement n'est pas singulier, ce n'est pas que le prêt, ce n'est pas que la subvention. Il peut être pluriel et vous pouvez mobiliser via ces différentes stratégies-là. J'ai ajouté commandite. Assurément, c'est beaucoup plus pour les entreprises collectives, mobiliser des commandites privées qui soutiendraient les activités, mais j'ai vu des entreprises privées commanditer d'autres entreprises privées, pas nécessairement dans la même ligne de produits, parce que là, ils sont concurrents, mais dans des lignes de produits qui pourraient être très intéressantes. Mais avant de frapper à toutes ces portes possibles sous chacune des stratégies, il faut savoir quel montant de besoin
qu'on a besoin pour notre entreprise, à quoi ces fonds-là vont servir, vont être utilisés, quand est-ce que ces argents-là, quand on regarde les différentes sources de financement, seraient disponibles. Comment et à quel moment est-il prévu que les fonds soient retournés aux investisseurs? Est-ce qu'on prévoit assez d'entrée d'argent pour être capable de repayer si c'est un prêt? C'est une dette, dans le fond, qu'on a encourue pour notre entreprise. Est-ce que les différents types de financement qu'on mobilise, c'est pour certains stades de développement de notre entreprise? Si oui, lesquels? Certains investisseurs vont avoir une tolérance au risque différent. Mais vous aussi, comme propriétaire de votre entreprise, ça se peut que vous ayez une tolérance au risque élevée ou minime. Avec quel partenaire vous avez le goût de vous associer? Certains investisseurs, ça pourrait être intéressant, ils sont intéressés par votre type d'entreprise, mais pour vous, ça ne vous dit rien d'approcher cet investisseur-là. Donc, il faut vraiment choisir minutieusement les partenaires, puis vraiment s'assurer qu'on veut s'associer avec ces gens-là. Quels sont les droits que nous, comme propriétaires d'entreprise, on désire conserver à tout prix sur notre entreprise? Quel niveau de contrôle on veut garder ou qu'on est prêt à laisser aller? Puis est-ce que notre entreprise est suffisamment préparée pour se soumettre à une vérification diligente? Parce que les prêteurs, les investisseurs, c'est ce qu'ils vont demander. Je vous invite vraiment à vous poser ces questions-là avant même de solliciter ou de rechercher quelques capitaux que ce soit pour rêver, développer, gérer ou faire croître votre entreprise. Donc, moi, j'ai documenté jusqu'à maintenant 31 stratégies concrètes de financement diversifié pour les entreprises. Il y a toute la section investissement, crédit communautaire que j'aurais pu mettre dans l'investissement parce que c'est une dette, mais vu que c'est un peu différent, je vais vous en parler. Je l'ai mis à part. Le financement public, la philanthropie, la commandite, financement auto-généré, l'innovation financière. Tout à l'heure, c'était les grands titres, mais regardez sous investissement combien de stratégies qui se retrouvent. Donc, sous l'endettement, il y a le crédit à moyen et à long terme, le capital patient, la garantie de prêt, le prêt des membres, les fonds de roulement, la marge de crédit, le love money, prêteur privé ou ange. Donc, quand on parle de cet endettement-là, c'est que oui, on nous prête de l'argent, on a une dette qu'on doit repayer. Capital patient, c'est un prêt avec, on va payer le capital, on va payer les intérêts, mais il est patient. Ça veut dire que selon notre type d'entreprise, le temps qu'on a besoin pour mobiliser les capitaux, développer et ne pas être à risque à repayer le capital sur notre prêt. Donc, ils peuvent attendre quelques années avant qu'on peut payer, on va payer l'intérêt, mais avant de payer le capital, avant qu'ils retirent le prêt. Donc, ils sont vraiment patients. Ils veulent vraiment soutenir l'entreprise. Donc, ça, c'est du capital patient. La marge de crédit, hein, quand on va à une institution financière puis qu'on dit, bien, écoutez, pour nous assurer d'avoir les fonds nécessaires dans les temps où est-ce qu'il y a beaucoup d'entrées d'argent ou moins d'entrées d'argent, d'avoir une marge de crédit à notre institution financière pour couvrir les mois où est-ce qu'on n'aura pas assez d'argent. Le prêteur privé ou les anges, ce sont vraiment des gens qui ont les moyens et qui ont choisi de redonner, d'investir dans des entrepreneurs, dans des projets d'entreprise au Canada ou ailleurs, mais surtout au Canada s'ils sont au Canada. Puis, c'est sûr qu'ils vont négocier des termes, ils vont peut-être garder un pourcentage dans l'entreprise, des actions dans l'entreprise et tout, mais ça existe réellement, des anges qui ont le goût de financer des entreprises. Tout ce qui est endettement, c'est vraiment un prêt. Il va falloir le repayer. Alors, j'ai oublié de dire, tout ce qui est mauve, c'est vraiment pour les formes légales d'entreprises privées. Donc, les sociétés, les corporations, du propriété unique à corporation incorporée à la province ou au fédéral. Tout ce qui est rouge, ça doit être une entreprise collective. C'est vraiment dans une logique sociale. Donc, ça peut être les organismes communautaires en affaires, les entreprises sociales, les coopératives. Mais tout ce qui est vert, c'est des stratégies qui peuvent être autant accessibles au privé qu'au collectif et au social. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de regarder l'ensemble du portfolio puis de voir qu'est-ce qui est disponible. Le Love Money, je l'ai mis juste dans le mauve, mais
dans le fond, le Love Money, c'est les gens dans notre entourage qui auraient le goût de nous prêter de l'argent, notre frère, notre sœur, nos parents, des cousins, des cousines, de bons amis qui croient dans notre projet et qui ont le goût de le prêter. Assurément, ça peut se faire, ça se fait beaucoup dans le privé et ça peut se faire dans le collectif, mais c'est particulier parce que faut vraiment avoir de bonnes ententes de remboursement. Donc, tout ce qui est endettement, rappelez-vous, c'est un prêt sous différentes formes, différentes conditions, certaines conditions plus favorables, comme exemple le capital patient, euh, et certaines autres peut-être moins favorables, comme le crédit à moyen et long terme. Ça dépend des institutions financières ou des fonds d'investissement disponibles. Il existe toute une autre forme d'investissement qu'on appelle équité. Euh, c'est vraiment une façon d'inviter des gens à investir dans notre projet d'affaires. Donc, il y a la part de membres, c'est en bleu, mais ça devrait être aussi en rouge. C'est vraiment les membres d'une coopérative qui prennent des parts privilégiées dans la coopérative. Ça veut dire qu'ils investissent. Ça va être toujours un membre, un vote dans une coopérative, comme je disais dans l'autre webinaire, mais moi, si j'ai plus d'argent comme membre de la coopérative, je pourrais dire, ben, j'ai investi 5 000 en part privilégiée au sein de la coopérative, puis j'aurais signé un prospect, une entente où est-ce que la coopérative s'engage à me rembourser tant d'intérêts ou à me racheter les parts dans 10 ans. C'est vraiment pour aider la coopérative à avoir des capitaux pour se développer. Le capital action, c'est vraiment les actionnaires, les entreprises privées, les corporations qui aimeraient émettre des actions pour lever des capitaux. Donc, les actionnaires, ben, si moi j'ai beaucoup d'argent et je peux investir 100 000 dans des actions et que vous avez un peu d'argent et vous investissez 1 000 dans les actions, là, ce n'est pas comme dans les coopératives, hein, ce n'est pas un membre de vote. Moi, j'aurai 100 000 fois plus de pouvoir de vote que vous. Ça va, ma part et mon pouvoir dans l'entreprise privée va aller avec l'argent que j'aurai investi dans le capital action. Il y a le capital de risque. Il y a des investisseurs qui s'intéressent croient beaucoup dans certains types de projets. Ils savent que c'est un peu plus risqué, mais ils ont créé ce fonds-là pour prendre des risques. Donc, à ce moment-là, on appelle ça du capital de risque. Souvent, les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés. Les conditions sont un petit peu plus strictes. Capital action, action privilégiée, ça se ressemble. Crédit d'impôt, on peut avoir des crédits d'impôt par le gouvernement si on est dans un certain secteur d'activité. Par exemple, si on était dans l'industrie du film, il y a des crédits d'impôt si on va filmer, amener notre production à filmer dans le nord de l'Ontario, par exemple. Le gouvernement espère amener cette industrie-là dans le nord, donc ils espèrent pour aider ces entreprises-là dans l'industrie du film à aller filmer. Ils vont leur donner des crédits d'impôt. C'est une façon d'avoir moins d'impôts à payer à la fin de l'année. Donc, c'est une économie. Il y a des bourses de démarrage. Les bourses de démarrage, c'est vraiment offert pour tous, privés ou social. Il y a des programmes qui existent. Ça ressemble à des subventions, mais c'est vraiment une bourse qu'on vous donne pour démarrer votre entreprise. Puis il y a les débentures. Tout ça, c'est vraiment soit un endettement ou un investissement dans l'entreprise par de l'équité. Si on regarde dans le milieu, il y a le crédit communautaire. Puis, je vais prendre certaines stratégies qu'on va approfondir davantage, mais le crédit communautaire, microcrédit, cercle d'emprunt. Donc, ce sont des prêts, mais avec des conditions entre des personnes ou entre une organisation et des personnes, mais avec de très bonnes conditions. Le financement public, on va le regarder tout à l'heure. Philanthropie, on va se concentrer sur le sociofinancement. Comment dit, on n'en parlera pas parce qu'on n'aura pas nécessairement le temps dans ce webinaire-ci, mais c'est vraiment aller chercher de l'argent, puis en retour, on va donner de la visibilité. Ça peut être une commandite en argent, en nature, en service. Puis en retour, par exemple, si on organise des ateliers, des formations, on produit un journal, on va mettre de la publicité pour les commanditaires. Donc, c'est souvent associé avec de la visibilité. Il pourrait y avoir aussi des prêts de service. Au lieu d'embaucher quelqu'un, d'avoir un prêt de service, ça peut vraiment aider.
Puis il y a le financement autogénéré. Vous voyez, j'ai quand même pas mal de stratégies. Les fonds propres, assurément, nos économies, ça peut être une carte de crédit personnelle. Si on a un actif, on pourrait le vendre. Si on avait un bail trop grand, on pourrait le céder. Donc, diminuer nos coûts pour trouver un bail beaucoup plus approprié, la vente de produits et de services ou la pré-vente. Beaucoup de monde de ce temps-là, quand ils se lancent en entreprise, font un prototype de leurs produits et en font une pré-vente sur l'Internet, soit Google via les annonces ou autre chose, mais Etsy et tout ça, puis ils essaient de vendre leurs produits, pré-vente leurs produits pour avoir des entrées d'argent, puis après ça, ils livrent leurs produits. Mais ça leur donne les capitaux qu'il faut pour acheter les matières, embaucher les gens, faire les envois et tout le monde est content. On va regarder un peu plus davantage l'achat social ou l'approvisionnement social, les franchises dans quelques secondes. Puis dans l'innovation financière, on va aller avec les obligations communautaires, mais il y a aussi des fonds de dotation. Donc, si on parle de fonds de microcrédit, il existe plusieurs fonds de microcrédit au Canada et dans le monde. Ça permet d'avoir accès au crédit, de promouvoir l'entrepreneuriat. Souvent, les fonds de microcrédit offrent de l'accompagnement, de la formation aux entrepreneurs parce que c'est des entrepreneurs qui ont été refusés souvent quand ils ont soumis leur plan d'affaires dans les institutions financières traditionnelles. Et là, ils approchent ce fonds ou ces fonds de microcrédit-là pour obtenir un bon prêt à un taux raisonnable avec de l'accompagnement. Ça fonctionne hein, très bien. J'ai marqué que souvent, c'est 20 000 et moins, mais il y a des fonds de microcrédit qui peuvent donner beaucoup plus, entre autres via les sociétés d'aide au développement des collectivités. Ce qui est fascinant, c'est que le mariage entre le prêt et l'accompagnement fait en sorte que les gens ont ce qu'il faut pour comprendre leur prêt, pour planifier le remboursement, pour bien le gérer et ne pas mettre leur entreprise à risque. Donc, le taux de remboursement des prêts se situe à 90 voire même 95 et le taux de survie des organisations accompagnées dépasse 65 après 5 ans, alors que la moyenne est de 33 pour les entrepreneurs qui n'auraient pas eu d'accompagnement pour surmonter les défis. Puis je dis qu'il y a une trentaine de fonds de microcrédit au Canada. Les cercles d'emprunt, c'est autant encore là pour des personnes qui aimeraient démarrer de petites entreprises ou qui aimeraient faire croître ou mieux gérer leur entreprise. Mais c'est un groupe de personnes qui mettent de l'argent en commun. Puis, toutes les X mois, une personne du cercle peut prendre l'argent. Elle doit continuer à payer pour aider une autre personne par la suite, mais à un moment donné, c'est ton tour. Tu récoltes le fonds du cercle d'emprunt, tu l'empruntes et tu peux réaliser ton projet ou la gestion de ton entreprise. Ça prend racine dans la logique des tontines qui existent en Afrique, cette mise en commun-là d'argent pour aider une personne du cercle. Il y a des cercles d'emprunt qui sont incorporés. C'est souvent non incorporé, plus organique entre des personnes ou entre des membres d'une même famille. Moi, j'ai connu des familles dans la région d'Ottawa où est-ce qu'on peut acheter leur dépanneur parce qu'il y a eu un cercle de personnes, souvent de la famille ou la famille élargie, qui ont mis de l'argent en commun pour aider la personne à faire sa mise de fonds et avoir un peu d'argent de plus pour lancer son entreprise, lancer son dépanneur. Ça fonctionne bien. Euh, il ne faut pas qu'il y ait un problème. Hein. Faut que les personnes, quand ils ont pris leur argent, qu'ils continuent à mettre de l'argent dans le cercle pour aider les autres personnes. Souvent, c'est là que le bas blesse. Il y a des personnes qui décident de ne pas rembourser ou de ne pas revenir au cercle pour mettre de l'argent pour aider quelqu'un d'autre. Mais en soi, c'est quand même une pratique qui a bien fonctionné. Les subventions, ben, c'est vraiment l'État, hein, la ville, la province, le gouvernement canadien qui a prévu des subventions, donc des fonds qui sont récoltés par nos impôts, mais qui sont redistribués pour soutenir un développement X. Dans ce cas-ci, ça serait un développement économique ou socio-économique. Donc, pour ceux et celles qui n'ont jamais fait de demande de subvention, ça peut être assez compliqué. Hein. Regardez la petite bande dessinée, on ne sait pas par quelle porte rentrer, on ne sait pas quel corridor prendre, on ne sait pas qui approcher. Donc oui, ça peut être très, très ardu. Il y a des critères d'évaluation pour les demandes de subvention. Il faut vraiment que vos projets soient en lien avec les priorités du programme de financement, quel qu'il soit. Là. Si demain matin, vous approchez le ministère du Service Canada parce qu'ils ont un programme de financement pour le développement des entreprises,
il faut vraiment aller voir que notre projet d'affaires est en lien avec les priorités du programme que l'on cible. Il faut aussi, dans ces demandes de financement-là, bien présenter qui sont les promotrices ou les promoteurs du projet. Donc, ça veut dire vous. Il faut bien se présenter, souvent en quelques mots. Donc, il faut dire l'essentiel, mais il faut vraiment être crédible, authentique, vrai. Les risques reliés à votre secteur d'activité. Je le dis souvent, quand on démarre une activité entrepreneuriale dans le domaine de l'alimentation, comme dans la restauration, c'est très difficile. Puis peu de bailleurs de fonds vont financer, même peu de prêteurs vont prêter de l'argent. Donc, souvent, encore là, chaque programme de financement va peut-être nommer des secteurs d'activité dans lesquels ils ont le goût d'octroyer des subventions. Donc, essayez de regarder, de repérer quels sont les secteurs d'activité qu'ils ont le goût de financer, puis de voir si votre entreprise est dans l'un de ces secteurs-là. Il faut vraiment, quand vous écrivez la demande de subvention, que votre projet soit crédible, puis aligné toujours là, pas juste avec les priorités du programme, mais aussi beaucoup plus grand aux priorités du bailleur de fonds. Il faut démontrer qu'on a une capacité de respecter nos engagements. Donc, ils vont nous demander, c'est notre première demande de subvention, on ne peut pas citer d'autres demandes, mais ils vont nous demander, pouvez-vous nous démontrer que dans d'autres contextes, vous avez réussi à respecter vos engagements. Ils vont vraiment regarder votre historique comme personne, l'historique de votre entreprise ou de votre organisation. Avant de déposer la demande, ce n'est pas quelque chose que vous avez réfléchi il y a un mois puis que là, vous déposez. C'est peut-être après plusieurs mois, plusieurs années de développement que vous voulez soumettre une demande de subvention. Donc, ils vont regarder si cet historique-là est logique. Les garanties, est-ce que vous êtes capable de gérer les risques, de gérer les conflits, d'avoir de bonnes ententes avec vos partenaires? Avez-vous des assurances, etc.? Puis, ça se peut très bien que les programmes de financement aient d'autres critères. Ça, c'est les 7 principaux. Mais je le redis et je vais le dire et le redire et le redire. Assurez-vous, quand vous regardez toute la liste des bailleurs de fonds publics, municipal, provincial et fédéral, que votre projet d'entreprise soit vraiment aligné avec le programme de financement, les objectifs du programme de financement, les secteurs qu'ils ont le goût de financer, les étapes de développement. Si vous êtes en pré-démarrage, mais que autres veulent financer de la croissance, vous allez être automatiquement refusé. C'est au contraire, c'est un financement pour le pré-démarrage et que vous existez déjà depuis 3 ou 5 ans. Même si vous avez l'une des meilleures demandes qui a été bien rédigée, vous allez être aussi refusé. Donc, ça demande un travail vigilant de recherche pour trouver les meilleures pistes de financement que vous pourriez solliciter. Trucs et astuces pour faire une bonne demande, il faut lire les critères de sélection, déterminer si vous êtes admissible, si vous avez des questions sur votre admissibilité à tel programme, appelez-les. Tenez compte des dates limites. On ne peut pas déposer après une date limite, une date d'échéance. Il faut déposer avant. Démontrer que vous respectez toutes les conditions. Donc, s'il y a une question, puis vous dites que ça vous concerne pas, puis vous ne la répondez pas, bien, automatiquement, votre demande va être rejetée parce que c'est comme si vous n'aviez pas eu d'éléments de réponse. Puis s'il pose des questions, il faut vraiment avoir des éléments de réponse à toutes les questions. Faites votre demande de plus en plus en ligne, il faut être concis, il faut être juste. Ils vont vous mettre un nombre limite de caractères, un nombre limite de mots. Donc, si on écrit 2 pages pour expliquer notre projet, quand il nous faut peut-être maximum 200 mots, il va falloir vraiment être juste, précis, concis, et qu'il n'y a pas juste nous qui peut comprendre ce qu'on a écrit. Il faut que le bailleur de fonds, quand il va le lire par lui-même, sans nous pour l'expliquer, mais qu'il va comprendre nous aussi. S'assurer de recevoir un accusé de réception après avoir fait la demande. Je vais passer à une autre source, le sociofinancement, le crowdfunding. On tombe dans vraiment la philanthropie. Donc, tout ce qui est dons, contributions, ça peut être beaucoup plus pour les entreprises collectives et sociales. Mais le crowdfunding, c'est surprenant, hein. Je pense que c'est 69% de toutes les campagnes de sociofinancement, c'est pour les entreprises, majoritairement privées. Donc, il y a plusieurs entreprises qui ne s'en rendent pas compte, mais c'est vraiment une façon de mobiliser des fonds. Crowdfunding, ça veut dire foule et fonds. Donc, on mobilise des gens sur la toile, sur l'Internet, pour les convaincre qu'on a un super bon projet dans lequel ils pourraient investir. En 2021, les prévisions mondiales de Forbes, c'était qu'il y aurait 1000 milliards de dollars qui circuleraient en investissement, en dons, en contributions
via les plateformes de sociofinancement. Donc, il y a 9 campagnes sur 10 qui collectent moins de 20 000 $. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui réussissent à obtenir plus, puis je vais vous en montrer tout à l'heure. Campagne typique attire entre 50 à 500 contributeurs, contributrices. La transaction moyenne est de 75 $. Le revenu moyen par campagne est entre 3 750 à 37 500. Ça vient de Mars, qui avait fait une recherche via le crowdfunding. Puis crowdfunding, ben, depuis quelques années, il n'y a pas juste du crowdfunding pour aller chercher des dons, mais il y a du crowd equity. Donc, les gens pourraient aussi avoir le goût d'avoir des parts dans nos entreprises, donc de l'équité. Puis il y a du crowd lending, donc du prêt. Donc, c'est les différentes plateformes. Je vous ai donné quelques exemples ici. Pour le don, ben, il y a euh, GoFundMe, Global Giving, tout ça, don avec contrepartie, Kickstarter, Kiss Bang Bang. Donc, un don, c'est vraiment, ils ont lu sur votre projet, ils ont lu sur vous, puis ils veulent juste donner. Et ils veulent vous donner 5 piastres, 10 piastres, 15 piastres, 20 piastres, puis ils vous souhaitent bonne chance. Don avec contrepartie ou récompense, c'est que vous allez vous faire une feuille, une proposition. Dans le fond, vous allez expliquer votre projet, vous allez expliquer les promotrices et les promoteurs du projet, à quel point vous êtes crédible, vous avez un bon projet, vous avez un prototype, vous allez lancer votre entreprise, vous allez développer un nouveau produit, un nouveau service, vous allez avoir peut-être une petite vidéo pour confirmer. Mais vous allez dire, ben, écoutez, pour 25 et moins, vous allez recevoir une lettre de remerciement. Pour 50 de 26 à 50 vous allez recevoir un billet pour participer à une conférence. De 51 à 100 vous allez peut-être recevoir, si vous êtes un artiste, une copie du CD ou un accès aux chansons en ligne pendant un mois. Donc, on essaie de donner une récompense en retour d'une contribution financière. On essaie vraiment que cette contribution-là ou cette contrepartie-là soit symbolique. Hein. On ne veut pas s'endetter à donner des cadeaux en retour de l'argent qui rentre. Donc, ça, on appelle ça don avec contrepartie ou récompense. Et pour les plateformes de crowd equity, crowd lending, donc pour l'équité ou le prêt. Je vous ai mis des plateformes, Babylone, Kiva, Friends Clear ou Grounds, WeSeed, Anaxago. Donc, il y en a qui c'est vraiment, comme je vous disais, un prêt avec un taux d'intérêt ou non. Parfois, il n'y a pas de taux d'intérêt. C'est pour les porteurs de projets ou des particuliers qui ont des projets X, Y, Z. Puis, vous avez une entente avec les prêteurs que vous allez rembourser sur une période de temps X. Entrée en capital, donc l'équité, ben, c'est le financement de projet en échange d'une prise de participation dans le capital de l'entreprise. Ça peut être un remboursement fixe et ou variable. Encore là, ça fait partie de la négociation. Ça vous montre à quel point, quand dans quelques années, le crowdfunding, le sociofinancement ou le financement participatif s'est diversifié. Et qui se voulait caritatif, de bienfaisance, surtout pour les organismes, bien maintenant, cette plateforme-là permet de mobiliser des capitaux pour toutes les formes d'entreprise. Donc, c'est comme ça que ça marche. Ça marche en réseau. Si moi, je partais une campagne demain matin, avant de la démarrer, ma campagne, je mobiliserais tout mon entourage, ma famille, mes amis, mes collègues. Je leur dirais que tel jour, je vais lancer ma campagne. Préparez-vous à venir me faire un petit don. Puis ça n'a pas besoin d'être des gros montants, hein. C'est vraiment l'effet d'entraînement. Puis, donc, au lancement de ma campagne, j'ai peut-être déjà 50 personnes ou 100 personnes qui vont faire un don et ils vont aimer ma campagne, ils vont relayer ma campagne. Donc là, c'est là qu'on parle d'un relais d'influence. Donc, les gens qui connaissent d'autres gens vont attirer d'autres gens. Peut-être qu'ils ne me connaissent pas moi, mais vu qu'une personne qui connaisse bien puis qui respecte bien a investi dans ma campagne, ben, ça peut convaincre des gens dans leur entourage de faire de même. Puis après ça, ben, c'est ouvert au grand public. Je vous ai mis d'autres plateformes ici, La Ruche, Haricot, Ulule, GoFundMe. Donc, puis il y en a des milliers de plateformes. Donc, à vous de trouver la meilleure plateforme pour porter votre projet. Puis, avec ça, par exemple, la logique du partir de vous, de votre entourage, le relais d'influence et grand public, ça s'applique pour quelle que soit la plateforme, c'est pour réussir votre campagne. Je vais vous donner des exemples d'entreprises privées. De Coolest Cooler, on l'a mis sur notre wishing list de Noël. Eux autres, ils avaient fait un prototype. Ils se sont dit, on va créer la meilleure glacière
au monde et ils ont créé une glacière en partant d'une glacière de base et avec tous les éléments de plus. Je ne sais pas si ça fonctionnait ou pas, mais c'était clairement la glacière la plus cool qu'on puisse créer. Ils ont lancé une campagne de crowdfunding qui demandait beaucoup moins d'argent que prévu. Ils voulaient avoir 62 000, ils voulaient avoir, je pense, je ne le vois pas sur mon petit dessin, mais euh, je pense que c'était une cinquantaine de mille, mais ils ont eu 13 285 226 dollars. Donc, ils ont pu embaucher leurs gens, créer leur manufacture, acheter les matières premières et se lancer dans la grosse production. Puis dans leur campagne, ben, si on donnait un montant X, ils avaient une glacière en retour. Je ne me rappelle pas si c'est 200 dollars ou quoi que ce soit. Ils étaient les premiers à recevoir une glacière. Donc, les gens étaient incités à dire, OK, je vais faire un don de la valeur de la glacière, au moins je l'aurai quand ça va être sur le marché. Je ferai partie des premiers à l'avoir. Ben, vous voyez, eux autres, là, 13 millions de dollars via une campagne de. Mais c'était très attractif. Il y avait une vidéo, il y avait des photos. Puis le prototype était convaincant. Si vous regardez la photo, c'était très convaincant. Il y a des gens qui ont, ben, vous savez comment les chats sont populaires hein, sur les médias sociaux. Ils ont créé un jeu qui s'appelle Exploding Kittens, exploser les petits chatons. Mais en moins de 7 heures, ce projet a été financé à plus de 10 000 ils espéraient récolter 10 000 et ils ont récolté 8 782 571 pour produire à grande échelle ce jeu-là. Donc, hein, eux autres aussi, ça a été créer la manufacture, embaucher des gens, être capable de produire ce jeu et de le vendre. Puis plusieurs des gens qui ont contribué, ben, il y avait une récompense en retour. Avec tel montant, ils pouvaient recevoir le jeu. Donc, vous pouvez voir que le sociofinancement, ça peut être vraiment très attractif. Quand on parle de commandite puis des avantages, une commandite, c'est vraiment une transaction. Ce n'est pas de la philanthropie. On n'est pas dans une logique de don. C'est dans une logique plus de responsabilité sociale ou de retour sur l'investissement. Cette information-là vient de Partnership Group et d'Imagine Canada. Ça peut être une autre source de revenus parce que si vous n'avez pas besoin de financer ou de payer pour certaines dépenses parce que c'est commandité, ces dépenses-là sont commanditées, bien, vous allez avoir moins de frais, puis vous allez quand même avoir ce que vous avez de besoin. Il n'y a pas de restriction pour dépenser ces fonds. Habituellement, on se dit, il me faut 5 000 pour soutenir telle étape de notre entreprise. En retour, on va vous donner 6 000 de publicité via notre site Internet, via nos médias sociaux, via nos plateformes et tout. Puis quand on reçoit le 5 000, ben, on peut l'allouer où on veut. On le gère le mieux qu'on peut pour qu'il y ait de l'impact, hein, que ça sert réellement. Ça peut ouvrir aussi la porte aux dons des employés des cadres supérieurs d'une entreprise, comme si l'entreprise a choisi de commanditer notre activité entrepreneuriale, ben, puis qu'elle y croit tellement, ben, ça se peut qu'elle en fasse la promotion à ses employés eux aussi peuvent être intéressés de faire des dons. Très souvent, surtout dans la logique de l'économie sociale, les entreprises collectives, ça se peut qu'ils se mettent en place une belle relation presque permanente entre les entreprises qui vont commanditer et votre propre projet. Euh, Surtout s'il y a une rentabilité sociale sur l'investissement de l'entreprise. Certains chiffres, la commandite, quelques chiffres au Canada, ben, vous voyez que c'est assez important. 23 du budget de marketing de la marque des commutations sont affectés aux commandites et au marketing. Donc, les entreprises moyennes et grandes mettent 23 de leur budget de marketing sur les commandites parce qu'ils savent que c'est interactif, dynamique. 70 des commandites sont effectuées au niveau local. 50 des décideurs disent prendre leurs décisions en septembre et en octobre. Donc, ce n'est pas le temps en décembre et en janvier d'approcher une entreprise pour commanditer. Dans les autres stratégies que je vous ai présentées au tout début, là, vous vous rappelez la grande feuille, il y avait les fonds propres, la cession de bail, cession d'actifs immobilisés. Donc, si on a une bâtisse, une maison, peut-être qu'on voudrait la vendre, cette maison-là, pour investir l'argent la collecte de la vente dans le projet d'entreprise. On peut vouloir se désengager de ses obligations liées à un bail qui serait un espace beaucoup trop grand, de se départir encore là pour avoir là un bail ou un espace à l'échelle de nos moyens. Les fonds propres, c'est vraiment notre épargne hein, de nous comme propriétaires et les associés de l'entreprise qu'on met dans l'investissement.
Il y a la vente de nos produits, on l'oublie souvent, on est en affaires, donc c'est pour vendre des produits et des services. Donc, il faut commercialiser ces produits-là, faut pas les vendre à perte, il faut les vendre avec une marge, un surplus qui va nous permettre de bien fonctionner et non pas le temps d'arriver kiff-kiff, mais d'arriver avec un surplus pour nous permettre de durer dans le temps. La vente de produits, ça peut inclure des biens de consommation, des équipements, de la matière première, des produits manufacturés. Euh, Vous pouvez vendre directement avec les consommateurs, vous pouvez vendre à d'autres entreprises qui vont faire la transition directe avec le consommateur, vous pouvez vendre en ligne. Donc, à quelque part, tout ce qui est clair au niveau de la vente des produits et des services, c'est de savoir combien nous coûte la production de ce produit-là ou la production de ce service-là pour ne pas charger au-dessous de tout ce que ça nous coûte, tout en prévoyant un 20 un 30 un 40 de marge, donc de faire un peu plus d'argent que qu'est-ce que ça nous coûte de produire le produit et les services pour encore là avoir une entreprise qui serait rentable. Il y a une logique d'achats sociaux, hein, l'achat local, euh, soutenons les entreprises locales, soutenons les emplois chez nous, ou de l'approvisionnement social, surtout pour les entreprises collectives. Imaginez si vous faisiez partie d'une campagne d'achat local, d'achat social, quelle que soit votre entreprise, et ça pourrait vous amener beaucoup plus d'achalandage dans votre commerce, ça pourrait vous permettre de vendre davantage de vos produits et de vous inscrire dans un mouvement pour soutenir l'économie locale. L'approvisionnement social pour les entreprises collectives, c'est vraiment de négocier des ententes avec des gouvernements, des hôpitaux qui, eux autres, émettent des appels d'offres à la recherche de produits et de services, puis ils veulent avoir des ententes, 1 an, 2 ans, 3 ans, que quelqu'un, une entreprise privée ou une entreprise sociale va l'approvisionner avec le produit X, Y, Z qu'il cherche. Imaginez quand vous signez une entente que pendant 3 ans, vous savez que vous allez vendre 125 000 de produits à tel hôpital. Puis que vous savez que vous allez avoir cette entrée d'argent à chaque année pendant 3 ans. Ça vous donne un petit coussin pas mal agréable. Donc, ces logiques-là d'achat social, d'achat local, d'approvisionnement social, c'est des stratégies novatrices qui méritent d'être explorées. La franchise, c'est une activité pour le privé, quelqu'un qui a démarré sa première entreprise puis qui dit, bon, ben, écoutez, j'ai tout le modèle, j'ai le know-how, j'ai la méthode, j'ai les outils de gestion, je pourrais former, j'ai la marque de commerce, j'ai les bonnes recettes, bon, tout le kit. Je vais vendre ce package-là à quelqu'un d'autre qui va copier mon entreprise, qui va créer une franchise sous le même nom, sous la même marque, mais dans sa communauté. Il va sauver de l'argent, ce nouvel entrepreneur-là, hein, qui ne part pas de rien, qui part bien équipé, bien encadré, bien coaché. Mais il va falloir qu'il paye son coût d'acquisition, qu'il paye des redevances, qu'il verse un montant annuel de renouvellement, des licences, respecte les composants de la marque de commerce, puis s'investit dans le développement du marché. Puis le franchiseur, celui qui va vendre sa franchise, il garde son entreprise, mais il vend sa franchise. Lui, il a la marque de commerce, son système est bien établi pour la commercialisation, il a tout son savoir technique, son savoir-faire technique, sa méthodologie, son assistance constante à l'exploitation. Pourquoi je mets ça dans les pistes de financement? C'est quand une bonne entreprise privée crée des franchises, bien, il va avoir de l'argent des franchisés à chaque année. Il va fournir ces franchisés-là avec les emballages, les recettes, les outils de gestion. Donc, il va vraiment avoir des entrées d'argent qui peuvent vraiment soutenir l'entrepreneuriat privé initial, le franchiseur, avec des entrées d'argent très intéressantes. Mais cette formule-là de franchise a été adaptée, on appelle ça les franchises sociales. Ben, ce serait à peu près la même chose. Les organisations dans une communauté qui disent, ben moi, j'aimerais ça. Il y a telle organisation dans une communauté qui a créé un café et j'aimerais reproduire ce café-là chez moi. Donc, il peut y avoir une entente entre les deux organisations. La première organisation va être le franchiseur. Elle va transmettre son savoir-faire, ses outils, ses recettes, ses outils de gestion des ressources humaines, ses recettes pour les différents produits qu'elle vend, la rôtisserie, en tout cas, tout ça. Puis l'autre, ben, il va pouvoir démarrer avec déjà un bon plan d'affaires qu'il va pouvoir adapter, les outils de gestion et tout ça, il va sauver du temps, ça va coûter moins cher pour le démarrage. Souvent, dans les franchises sociales, le paiement du frais de franchise est beaucoup moins, mais ça quand même, ça amène de l'argent à l'organisation qui a créé des franchises sociales.
Puis le franchisé ne se sent plus accompagné avec bien des outils, bien des ressources. Et le franchiseur, lui, obtient vraiment de bonnes ressources. Si je continue, il y a les obligations communautaires. Donc, on sait que pour l'entreprise privée, on peut émettre des actions, mais pour les organisations communautaires, les organisations communautaires, on peut émettre des obligations communautaires. Donc, c'est la même chose que les actions, c'est d'inviter des gens à investir dans nos activités. À ce moment-là, ben, on a une entente de remboursement. C'est vraiment dans une logique de prêt, de dette. Le Centre pour l'innovation sociale à Toronto a pu acheter 2 espaces sur Spadina et Bathurst pour créer des espaces partagés. Quand on veut chercher du financement, en plus de faire le lien avec les bonnes sources de financement, il faut aussi regarder chaque bailleur de fonds, ce qu'il finance. Est-ce qu'il finance le début, le pré-démarrage, l'idéation du projet ou la création de l'entreprise ou la gestion de l'entreprise ou l'expansion de l'entreprise? Donc, je reviens à ma diapo avec toutes les pistes de financement. Donc, il y a plusieurs avenues pour financer notre entreprise à quelques stades de développement, celle-ci. Ceci dit, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ce webinaire vous a intéressé et proposé des pistes concrètes pour mobiliser des sources de financement. Au revoir.